Bonjour à tous, bienvenue sur All New Gen Podcast numéro 88. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo ? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Il s'est passé un truc marrant à Canberra et je me suis dit que j'allais vous le raconter. Je sais pas si vous avez vu passer dans les news, mais il y a une dame qui est passée sur la table d'opération parce que depuis quelques mois, elle oubliait des trucs, elle était sous dépression et puis en fait, ils sont allés trifouiller dans son cerveau. Et ils ont trouvé et c'est vrai, hein, cette histoire, ils ont trouvé un ver de terre de 8 centimètres de long. Et pourquoi Mais... est-ce que je vous raconte ça ? C'est parce que ça m'a fait penser à Kadarius Toney. Je me suis dit que peut-être qu'il avait quelque chose dans sa tête qui faisait qu'il était complètement con. Non, Ou alors peut-être qu'il a rien. Moi, ça me fait penser au fait qu'il ne faut pas aller habiter en Australie, que à chaque coin de rue, tu peux te faire attaquer par une araignée géante, ou un ver de terre qui te rentre dans le cerveau. Enfin, c'est terrible. Ce pays, mec, c'est terrible. Je sais pas ce que t'es allé foutre là-bas, quoi. Écoute, ne dis pas ça. Moi, j'ai un collègue, c'est une araignée géante et il est charmant. D'accord, bon. Eh ben, écoute, c'est très bien, mais le jour où tu trouveras une migale sous ton oreiller, je peux te dire que tu feras moins le malin et tu brûleras ta maison et je comprendrai, je trouverais ça très logique. Bref, merci pour cette histoire, pour bien commencer le podcast. Écoute, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des petites vieilles avec des vers de terre dans le cerveau. On va parler un peu de l'actualité des Giants, et surtout le gros point, ça va être... de parler du roster évidemment, puisque c'est avant qu'on ait le dernier podcast avec les Cowboys, puisqu'on a eu un invité du spécialiste des Cowboys en France, du compte Cowboys FR, je sais plus exactement quel est le Twitter. C'est ça. Mais voilà, on va parler donc de ce roster et commençons par quelques actualités, quelques news, et notamment ce match des Jets qui donc on a perdu contre les Jets, vous le savez. Brian Daboll n'a fait jouer que les remplaçants, et j'ai d'ailleurs bien rigolé en voyant les statistiques de Rodgers où tu as des sites qui disent oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, 5 passes complétées sur 8, je sais pas combien, et un TD, sachant que sur le premier drive on a quand même réussi à les faire punter avec notre seconde équipe, donc c'était quand même intéressant. Mais surtout, au-delà de cette victoire ou défaite, on s'en fout un peu, c'est de la pré-saison. C'était un peu tout ce qui s'est passé autour qui était intéressant, et notamment ça a fait beaucoup réagir, et d'ailleurs les gens en parlent encore, puisqu'il y a eu le Hard Knocks où on a vu les joueurs qui l'ont dit. Il y a eu deux choses qui ont été intéressantes. Il y a eu Sauce Gardner qui s'est fait bouffer première fois par Jalen Hyatt. Alors là il se fait complètement manger, il lui met 3 yards dans la vue sur un tracé ou un double move où il y a vu que du vent. Et le tracé suivant, où il fait quasiment la même chose, et là il est un peu mieux collé à lui, et la passe est mal lancée, donc il arrive à la détourner, mais même si Jalen Hyatt arrive à prendre les devants. Mais après on a vu dans la presse, oui, je lui ai appris ce que c'est la NFL, et ça y est, il est dans la cour des grands machins. Moi ça m'a bien fait rigoler, cette premier petit événement dans le match. Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Est-ce que tu t'en fous ? Est-ce que t'as trouvé ça rigolo ? Quel était ton retour sur ça ? Bon, alors Sauce Gardner, il n'y a aucun doute que c'est un excellent cornerback et un excellent choix pour les Jets. Et en fait, il me fait un peu penser à Darrelle Revis, qui aussi était un peu une grande gueule. Et tu as besoin d'être une grande gueule quand tu es à ce poste-là, parce que tu es en face à face avec des gars qui sont super rapides. Donc il y a beaucoup d'ego en jeu. Après, en faire des tonnes pour un match de pré-saison. Moi, ce qui me ferait bien rire, c'est que vu qu'on va affronter les Jets en saison régulière, que Jalen Hyatt ou quelqu'un d'autre mette la misère à Sauce Gardner juste pour lui faire avaler ses mots. Alors je te cache pas que ça va être difficile, comme tu l'as dit, c'est un excellent corner et je suis 100% d'accord avec toi. Ce qui m'énerve un peu avec les corners en général, c'est que ils ont une grande gueule, quand ils se font bouffer, bah là on les entend plus. Et si le receveur drop une passe, le corner il est à 10 yards, tu vois, il s'est fait bouffer. Tu vas quand même le voir en mode no, tu vois, tu sais, il croise les bras comme ça, genre je t'ai bien arrêté, alors qu'en fait le gars il est pour rien. Bref, c'est vraiment des grandes gueules ces corners, mais moi je pense que c'est peut-être le poste le plus difficile avec quarterback. Donc il t'a besoin de mecs comme ça, et Deontay Banks d'ailleurs je crois est un peu de ce genre là aussi, donc enfin voilà, c'est logique, mais cette petite histoire m'a fait marrer. Et donc deuxième histoire, c'est là qui a aussi fait parler, c'est alors c'est en deux temps. Il y a d'abord, puisqu'on a appris un peu les dessous de cette histoire, il y a eu ce contact de Cobb, c'est Randall Cobb, c'est ça son Randall Cobb qui a fait un bloc dégueulasse, dans l'angle mort. Ouais, alors, en fait c'est marrant parce que, alors je sais plus quand est-ce que la règle a changé, mais il y a quelques années c'était autorisé ce genre de bloc. Et là la NFL a dit non, là les blocs comme ça dans l'angle mort d'un joueur, vous pouvez plus faire ça, c'est devenu illégal. Oui. Et Randall Cobb a oublié. T'as les crack blocks aussi qui pouvaient arriver. Bon, alors des receveurs sur linebacker, c'est plus difficile parce que généralement il y a une différence de poids qui fait qu'ils prennent moins cher. Mais là, il est arrivé pleine vitesse. T'as Bobby McCain qui arrive pleine vitesse. Il l'éclate complètement. Donc Bobby McCain en protocole commotion, super.
A priori, d'après J. Edward, les Jets, ça les a bien fait marrer et ils sont bien foutus de la gueule de McCain. Et donc, ça a saoulé notre ami J. Edward qui est allé mettre, vraiment, il lui a mis une pichenette, une poussette. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire plus léger que ça. Et puis, t'as cette grande gueule de Aaron Rodgers qui a dit qu'est-ce que tu fais, mais je sais même pas qui t'es, machin. Alors que c'est, je pense, complètement faux, puisqu'il y en a qui sont amusés à ressortir une vidéo de l'année dernière. D'ailleurs, on était au match à Londres où J. Edward fait un. Je crois pas qu'il le sac, je crois qu'il a le temps de lancer juste avant, mais il l'éclate bien. Donc Rodgers, c'est évidemment qu'il est, mais il s'amusait à dire moi je suis une star, toi t'es qui, je te connais pas, machin. Et donc ça a fait un peu parler, encore une histoire dans le match, et tous ces petits trucs-là accumulés fait qu'il va être un peu savoureux ce match qu'on va jouer contre les Jets. Moi je te cache pas que c'est fait partie des équipes un peu rivales que j'apprécie pas particulièrement les Jets puisque c'est les opposés à New York et d'ailleurs je crois que notre propriétaire aussi ne les aime pas trop donc voilà ça met un peu d'enjeu pour ce match-là et tout ça est pas très important mais ça m'a un petit peu fait rigoler voilà. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que les Jets, alors je suis pas à la NFL non plus depuis une éternité, mais avant que les Jets n'aient Rex Ryan, je m'en foutais un peu d'eux. Puis Rex Ryan est arrivé et on connaît tous Rex Ryan. Dans le style grande gueule, tu fais pas mieux que Rex Ryan. Mais il a eu le mérite en fait d'apporter une sacrée identité aux New York Jets et d'arriver face à Coughlin qui avait déjà gagné un Super Bowl. Il dit l'équipe de New York c'est nous et tout. Et puis Coughlin lui a fait rabaisser son caquet assez rapidement puisqu'il y a eu ce fameux match où alors, est-ce que c'était Darrell Revis qui disait à Victor Cruz, je sais pas qui t'es? Parce que ça, c'est un truc très Bien sûr. courant dans le Ouais. milieu sportif. Ah, je sais pas qui t'es pas important. Et Darrell Cruz qui lui a Darrell fait Cruz bouffer son. carrément. Darrell Cruz, excuse-moi. Victor Cruz qui a eu ce fameux TD de 99 yards qui Mhm. est un record dans la franchise des Giants. Mhm. Donc, ça, c'était en 2011, l'année où on a remporté le Super Bowl. Donc en fait, depuis ce temps-là, je pense qu'il y a un peu plus. Enfin, moi en tout cas, je fais un peu plus attention à ce qui se passe du côté des Jets. C'est pas en effet le même niveau de rivalité qu'avec les Eagles ou les Non. Cowboys, mais c'est normal parce que eux, on les rencontre 2 fois par an. Les Jets, on les rencontre une fois tous les 4 ans. Ouais, et puis les Jets, c'est une équipe qui vit pas mal sur son historique et qui, dans le passé proche, n'a pas fait grand-chose. C'est une équipe qui a eu du mal quand même les dernières années, comme nous, hein, mais eux encore plus, parce que nous, on a quand même gagné 2 Super Bowls. On en gagne un par décennie, en gros, c'était ça les dernières stats. Eux, ils en Donc, gagnent un par siècle. voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est une équipe qui était un peu historique, tu vois. Il y a des grands noms chez eux, etc. Mais depuis, c'est vrai que c'est un peu mort. Donc, bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ils parlent beaucoup, les Jets, cette année. Il y en a beaucoup qui les donnent vainqueurs du Super Bowl sans avoir vu quoi que ce soit. Voilà, c'est le fait que Rodgers arrive. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. On verra bien. Ça va être une équipe qui, je Après, pense, sera ouais, quand même compétitive. Mais au moins, le match sera intéressant. ouais, voilà, c'est ça. Ça va être une équipe compétitive parce que ils avaient déjà une bonne défense en place et ils ont, je trouve, de belles armes offensives, Ouais. notamment leur rookie dont le nom m'échappe parce que, comme vous savez, les noms m'échappent toujours. Donc, ce qui leur manquait vraiment, c'était un quarterback. Et bon, certes, c'est plus le Rodgers des grandes années, mais ça reste quand même Aaron Rodgers et ça reste un top quarterback. Donc, ça va. Et on sait à quel point c'est important pour une équipe d'avoir un quarterback de haut niveau pour gagner Ouais. des matchs. Et puis il va falloir qu'il se dépêche parce que la fenêtre n'est pas grande, hein. Je pense que c'est sur 1 ou 2 ans. Il faut qu'il gagne cette année ou l'an prochain. Rodgers, il va pas être éternel. Donc voilà. Et derrière, voilà, ils n'ont pas un QB jeune en tout cas qui est à un bon niveau. Tous les QB jeunes qu'ils ont essayé de prendre, ça a fait des flops sur flops à chaque année. Et à chaque année, les supporters des Jets, oui, cette fois-ci c'est sûr, on va gagner le Super Bowl, machin. On a notre QB du futur, machin. Puis ça marche jamais. Bref, peu importe. On va s'arrêter là. D'après certains insiders, en NFL, il y a quand même quelques équipes qui ont un peu les crocs contre eux et qui sont un peu énervés contre eux. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Bref, t'avais des actualités aussi que tu voulais évoquer. Je te laisse nous en parler et puis on va rebondir dessus. Ouais, des petites actualités. Je pense que, avant qu'on parle justement du roster, tout ce qui est lié au roster, on le verra après. Mais la première chose, c'est Josh Allen qui nous a parlé de Xavier McKinney. On a déjà entendu parler un peu pendant le training camp et ça a été confirmé lors d'une interview où Josh Allen a dit que il n'y aurait pas de négociation contractuelle pour Xavier McKinney pendant la saison, hein, et on dit bien pendant la saison, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une après. Comme vous le savez, McKinney arrive en fin de contrat. Donc c'est vraiment une saison clé pour lui, pour montrer sa valeur et aller décrocher une extension. Et en plus avec ce qui s'est passé l'année dernière, quand il s'est blessé pendant la bye week de manière un peu bête, bah, tu m'étonnes que les Giants aient envie de s'assurer que
ils en auront pour leur argent avant de lui proposer un contrat. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je trouve ça. Enfin, je sais pas trop quoi en penser, le fait qu'il parle ouvertement de ces sujets-là. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir des GM qui disaient rien du tout quand c'était contrat, etc. Là, c'est plutôt ouvert et dit bah non, on n'en parle pas tout de suite, on verra à la fin de la saison. Bon, Ouais. c'est. Moi, je trouve ça. En fait, je pense que je trouve ça plutôt cool d'être assez ouvert là-dessus. C'est pas. Ça changera pas grand-chose. Dans tous les cas, ils vont en discuter de cette extension, a priori. Donc, bon, voilà, c'était effectivement une news Bah, intéressante. c'est une bonne tactique de la part de Joe Shane, et il l'a déjà fait par le passé, où en fait, il te donne quelque chose, mais pas trop non plus. En fait, il sait très bien ce qu'il te donne, histoire de te dire, ah, il est transparent, il est Bien sûr. génial, Joe Shane. Mm. Tandis que Gettleman, et même Jerry Reese avant lui, Jerry Reese, tu le voyais pratiquement jamais, et Gettleman, il faisait faire son fanfaron une fois de temps en temps, et puis après, il disparaissait. Ouais. Donc, Non, au non, et niveau... c'est vrai qu'il parle beaucoup plus à la presse, hein. On le voit beaucoup plus souvent avec Brian Dabble. D'ailleurs, ils sont souvent tous les deux. Ils sont un peu inséparables. Et à chaque fois qu'il y a des conférences de presse, ils sont toujours ensemble. Et au moins, ça permet. Mon avis, c'est que ça permet de. Bah voilà, ce sujet-là, il est classé. On a pu en parler jusqu'à la fin de la saison. Il a dit ce qu'il avait à dire, terminé. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc la deuxième news, c'est comme vous savez, on arrive à la fin du training camp, il y a plein de joueurs qui sont libérés, et donc du coup il y a plein de numéros dans les équipes qui deviennent disponibles, et de temps en temps il y a des joueurs qui en profitent pour changer le numéro qu'ils avaient pendant le training camp. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez les Lions, et on reviendra au Giants juste après, mais chez les Lions, il y avait Teddy Bridgewater qui portait le numéro 50, ce qui est quand même assez particulier pour un quarterback, et finalement il a pris le numéro 17 parce que les quarterbacks ont toujours des restrictions au niveau des numéros. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les Giants, et où on a notamment Jalen Hayat qui a pris le numéro 13 qui était porté par un certain Odell Beckham Jr. Alors Ouais. moi j'ai trouvé que ce choix de numéro était plutôt intéressant parce que 84 j'aimais pas trop, mais 13 ça a de la gueule. Ouais, 84, bon, c'est un numéro de receveur quand même. 13, ça a de la gueule, je suis d'accord. Et il y a des gens qui se sont barrés parce qu'ils ont dit. Ils ont mis une photo de David Seals, puisque c'était lui le dernier qui avait le numéro 13, et ils disaient attention, Jalen Hayat, la legacy est importante sur ce numéro. Enfin bref, voilà, en mettant une photo de David Seals, Ouais, plutôt, en sachant très bien qu'en fait tout le monde pensait à Odell ouais. Beckham. Mais oui, c'est un numéro qui est bien pour lui, et je trouve ça cool qu'il ait ce numéro. Et on a aussi Deontay Banks qui récupère le numéro de 25 à la place du 36. C'est les 20 et quelques, c'est vrai que c'est plus des numéros de corner, et je préfère ce numéro-là, perso. Ouais, c'est sûr que la trentaine, traditionnellement, c'est plutôt un numéro de safety Ouais. ou alors de running back. Et dernier changement, qui celui-là m'énerve un peu plus, mais parce que je suis un peu réac comme mec, c'est Isaiah Simmons qui est passé du numéro 46 au numéro 19. Et juste, en fait, moi, j'aime pas ça parce que j'aime bien ce côté traditionnel de euh, selon ton poste, tu as droit à une certaine catégorie de numéros. Et pour moi, un linebacker, ça doit être dans les 40, les 50, allez, peut-être les 70 et les 90, mais 19, c'est un numéro de quarterback ou de receveur, quoi. Ça va pas du tout. Euh, ouais, bah bon, moi ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai qu'ils ont un peu changé les politiques là-dessus. Et t'as Paris Campbell qui a le zéro. T'en penses quoi de ça? Bah, j'aime pas non plus. D'accord, Je, ok. pour moi, le zéro ne devrait pas exister, mais bon, il est là, ça fait vendre des maillots. Enfin, je trouve ça nul pour un receveur. À la limite, je préférais qu'il ait le numéro un plutôt que le zéro, mais bon, je crois que le numéro un chez nous est retiré. Mais Personne ouais, là en tout cas, ouais. Je sais pas s'il est retiré, mais personne ne l'a, ça c'est sûr. euh, ouais, ça doit être Ray Flaherty, si je dis pas de bêtises. Mais bon, bref. Euh, En tout cas, je te disais, avant qu'on lance le podcast, que j'avais vu un article qui expliquait que la NFL veut justement changer toute cette tradition des numéros pour beaucoup de postes, mais pas tous, hein. Les quarterbacks doivent toujours rester de 1 à 19. Et apparemment, les linemen aussi, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir un numéro en dehors de 50 à 70, enfin à 79. 79, ouais, parce que c'est Voilà, des questions d'éligibilité pour recevoir le ballon. exactement. Ouais. Et c'est pour faciliter le travail des arbitres, de savoir ok, ce qui est éligible, et aussi bah, dans une mêlée, c'est un peu le bordel, donc c'est quand même un peu plus facile quand tu sais que tel numéro, bah, c'est pas un receveur, et c'est plutôt un lineman. Ouais, Enfin bon, voilà. sachant que tu peux quand même, si tu annonces avant un jeu à l'arbitre le numéro 71 éligible sur ce jeu, tu peux quand même, voilà, parce qu'on a déjà vu des linemen recevoir des ballons, hein. On a eu Andrew Thomas qui a Ouais, eu un tout à TD, fait. donc il faut juste annoncer avant, et souvent on entend arbitre numéro 71 éligible, machin, mais il faut le faire action par action, et ça peut, si on l'a pas annoncé, ça peut pas fonctionner. Ça peut d'ailleurs être une tactique justement pour distraire
Oui, bien la sûr. défense. Hein. De Ah bah dire, parfois ils le lui, font il est alors que... éligible. Et Exactement. voilà. Et d'ailleurs, maintenant, nous, on peut s'amuser à faire ça avec Thomas, puisqu'il a déjà reçu un TD. Et donc, obliger Ouais, les défenses à dire, ah, putain, lui, il est capable de marquer. c'est vrai, Bah tout à bon, fait. Est-ce voilà. qu'il y avait d'autres actus que tu voulais évoquer? Ah, écoute, non, je pense que pour le reste, ça va être, on pourra en discuter pendant la revue d'effectifs. Ok, bon, très bien. Eh ben, écoute, parlons de notre roster, du coup, les 53. Alors, il y a eu, depuis que ça a été annoncé, il y a eu des mouvements, mais pas dans le 53 même, plutôt dans les joueurs en practice squad, donc c'est un peu moins important. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait énormément de joueurs en practice squad. Je sais qu'ils ont augmenté le nombre, mais là, je sais plus quel est le nombre exact maintenant, mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Pour info, Ryan Dabol a annoncé, hein, et je trouve que c'est assez logique, que pour lui, le practice squad n'était pas vraiment une réserve, mais plutôt une extension du roster, et c'est vrai que tous les ans, on a des joueurs du practice squad qui arrivent dans l'équipe parce que c'est voilà, tu peux pas avoir 53 joueurs qui restent les mêmes jusqu'au bout sans aucune blessure, donc c'est important ce practice squad. Faisons dans l'ordre, on va commencer, on fait attaque, défense et puis special team qui ont pour le coup zéro surprise. Ouais. Donc quarterback, Daniel Jones, Tyrod Taylor. Il n'y avait pas trop de surprises là-dessus. Tyrod Taylor qui a un contrat à 5 millions cette année, ça faisait trop de dead cap si jamais on le changeait. Et puis il n'y a pas de raison spécifiquement. Je l'ai trouvé assez moyen moi pendant les matchs de pré-saison. J'ai pas été convaincu. Il a pas fait beaucoup de drive, mais le peu qu'il a joué, j'ai pas trouvé ça génial. Bon, on va espérer que Daniel Jones ne se blesse pas cette saison. Ouais, c'est sûr que sa pré-saison était beaucoup moins reluisante par rapport à celle de Tommy DeVito. Il n'a pas eu énormément d'opportunités, mais bon. Puis euh, il loupe cette moi, passe sur Jalin Hayat qui avait mis la misère à Sauce Gardner. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si la passe avait été mieux lancée quand il avait 3 yards d'avance et que Hayat faisait la réception, ça changeait un peu le discours derrière. Mais bon, voilà, c'est dommage d'avoir raté ce genre de passe, quoi. ouais, écoute, c'est le juste retour du match d'avant où tu as Hayat qui drop une passe parfaite de C'est Tyrod vrai, Taylor c'est vrai, avant de marquer un TD. Ce sont c'est des vrai. choses qui arrivent, malheureusement. Après, c'est qu'un match de pré-saison. Mais bon, si jamais on devait encore se passer Daniel Jones pour un ou deux matchs, ce que j'espère, hein, je touche du bois, ça n'arrivera pas, euh, je suis quand même beaucoup plus confiant en Tyrod Taylor que les autres backups qu'on a eu ces dernières années. Hein. Ouais, complètement, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les running backs, il y en a 4, ça me paraît beaucoup, moi, mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de fullback, pourquoi pas à la limite. Donc Saquon Barkley, Matt Breida, Eric Gray et Gary Brightwell. Est-ce que tu as des remarques là-dessus? C'est pareil, là c'était attendu, quand on avait fait nos pronostics, on était retombé sur ça à chaque fois à peu de choses près. Gary Brightwell, c'est surtout parce qu'il est très important en special teams qu'il arrive à faire l'équipe, donc c'est intéressant. Mais je pense que le vrai running back 3, et tu l'as mis comme ça sur le blog, dans ton article, tu l'as mis Gray en running back 3, et je pense que ce sera le cas. Alors, c'était pas du tout voulu, et d'ailleurs, Ah, l'ordre dans lequel apparaissent les joueurs ne veut pas forcément dire l'ordre dans la depth chart. C'est pour ça que j'ai juste mis les joueurs en italique qui étaient des titulaires. Mais en effet, je suis assez d'accord avec toi, Eric Gray, c'est plutôt le troisième running back de la liste. Gary Brightwell, en plus dans la depth chart, il apparaît comme étant kick returner. Donc il va, enfin du coup le kick returner titulaire et Eric Gray lui sera le punt returner. Donc alors je pense que t'as pas fait exprès. Oui, c'est exactement ça. Et je pense que même si t'as pas fait exprès de les mettre dans l'ordre, en fait, dans ta tête, par ordre d'importance de base, tu les as quand même mis dans l'ordre. Parce que si je regarde les tight ends, il y en a trois et t'as mis en premier Darren Waller, ensuite Daniel Bellinger, ensuite Lawrence Cager, et donc t'as remis encore une fois les mecs ouais, dans c'est le, dans, clair. le- dans le deuxième. Ouais, ouais, c'est mon inconscient qui parle. C'est ça. Donc oui, dans les tight ends aussi, donc voilà, là aussi, pas spécialement de surprise. Waller numéro un qui est presque un receveur, hein, finalement. On l'a vu comme il a été utilisé dans le match contre les Panthers où on fait un super premier drive. Il a été utilisé quasiment jamais aligné en fait en tight end. Voilà, et Daniel Bellinger qui a aussi été très intéressant l'an dernier et qui revient après. Il avait manqué beaucoup de matchs malheureusement à cause de sa blessure à l'œil. Là, on se rappelle, il a pris un bon Ouais, gros doigt dans l'œil, il contre avait les Jaguars. saigné, ça aurait pu être plus grave que ça et finalement ça va bien. Maintenant, il joue avec une visière et donc là, il a plus le choix. Et Lawrence Cager, donc le tight end 3. Donc là aussi, encore une fois, pas de surprise, c'était ce qui était attendu. Lawrence Cager, on l'a vu un peu pendant la pré-saison. Il a eu Si, une si, il bonne a joué, pré-saison, je mais, trouve. mais Non, voilà, non, tout c'était à pas une fait, oui. question, Ah, ok, c'était. ok, ok. Non, mais c'était juste pour dire qu'en fait, je trouve qu'il mérite complètement sa place dans l'effectif. Et parce qu'en plus, c'est un bloqueur correct. Donc c'est bien d'avoir un gars comme ça derrière Bellinger. Hmm. Ouais, et je pense que le meilleur bloqueur là-dedans reste Bellinger quand même. Plus que Waller, à mon avis. Oui, ouais, alors c'est là. Pour moi, Bellinger, c'est le tight end équilibré par excellence. Mhm. Tu peux compter sur lui à la passe, mais si tu as besoin qu'il bloque, il fera un excellent travail.
Tandis que, en effet, Waller, c'est plus pour ses qualités de receveur que tu le mets en avant, et Cager, c'est tu vas le mettre dans des packages où tu as besoin de 3 tight ends pour une goal line situation et des trucs comme ça, quoi. Ouais, en tout cas, je trouve très très cool ce groupe de 3 tight ends, bien meilleur que ce qu'on avait pu avoir les années d'avant. On avait des mecs no name qui faisaient des réceptions, genre deux trois réceptions dans la saison sur des jeux feintés, mais c'est tout. Là, on a vraiment des tight ends qui sont capables de faire des jeux classiques, on va dire, et aller attraper des balles un peu difficiles. Moi, ce que je me souviens surtout de Daniel Bellinger, c'est il était très propre sur les réceptions. Des réceptions pas faciles en third down ou dans un petit périmètre, il arrive à assurer la réception. J'avais bien aimé ça chez lui et je suis pressé de le voir en deuxième saison. Ça va être, à mon avis, ça va être intéressant. Et je pense qu'ils vont être très utilisés, ces tight ends, dans les schémas de jeu offensifs de Kafka. Ça va être assez important, à mon avis. La plus grosse question qu'on se posait, c'était sur les wide receivers. Il y avait la question combien est-ce qu'on va en garder et qu'est-ce qui va se passer avec qui on va garder. Donc, bon, on avait à peu près tous les joueurs, mais il y avait quand même beaucoup de monde et on savait pas trop ce qui allait arriver. Des joueurs comme Crowder, par exemple, etc. Donc, les receveurs, Isaiah Hodgins, Darius Slayton, Paris Campbell, Jalin Hayat, Wendell Robinson et Sterling Shepard. Wendell Robinson qui revient de PUP, et donc qui a été intégré. On ne sait pas s'il va pouvoir jouer le premier match. En tout cas, il est dans le 53 effectif. Qu'est-ce que tu penses de ces receveurs? Encore une fois, c'est pas de véritable receveur 1, mais quand même beaucoup de bons receveurs qui sont présents. Bah écoute, la première chose que je dirais, et ça c'est parce que c'est un de mes joueurs préférés, c'est je suis très content de voir Sterling Shepard dans l'effectif. Et vu comme il a, enfin, vu ce qu'on a lu sur ses prestations à l'entraînement, et là comme ça, alors je crois pas qu'il ait fait grand chose pendant les matchs de pré-saison, Non. mais manifestement le coaching staff est content de son travail et de son retour sur le terrain parce que on se rappelle, hein, il a eu deux blessures assez graves, hein. L'année dernière c'était le genou, l'année d'avant c'était le tendon d'Achille. Donc c'est quand même à chaque fois des blessures qui peuvent être terminales, hein, pour la carrière d'un receveur. Ouais. Et Sterling Shepard, alors même s'il ne sera pas receveur 1, c'est quelqu'un qui peut être très utile dans le slot et qui a un route running qui est toujours très bon. Après, Ouais, pour le et reste, ouais, il vas-y. avait l'air super affûté d'ailleurs, et ce qui est surtout très impressionnant, c'est sa capacité à revenir de blessure à chaque fois. Il est toujours revenu en avance sur le calendrier, et les mecs hallucinent quoi. Ils disent mais comment c'est possible après autant de blessures et tout ce qui lui est arrivé que le mec revienne et il a l'air presque plus frais que sa saison rookie quoi. Donc bon, tant mieux et il a l'air bien en tout cas et c'est cool de l'avoir dans l'effectif. Voilà. Ah ouais, voilà. Et puis après, bon bah, Isaiah Hodgins, Darius Slayton, on les connaît bien. Moi, je suis surtout curieux de voir l'impact que va avoir Paris Campbell Ouais, je suis dans l'équipe. d'accord. Mm. Ouais, dans le slot, ça, Paris Campbell dans le slot et Jalen Hayat qui tire sur la profondeur, même si Jalen Hayat nous a montré qu'il avait aussi un très bon route running. Euh, il y a, encore une fois, ce n'est que du papier, hein, mais sur le papier, ça fait rêver. Ouais. Et sur le papier, il était fort aussi, comment il s'appelle merde, le receveur numéro 19, tu vois, c'est mon cerveau a décidé Ah, de... Kadarius Toney? Ah non, 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 qui a fait deux euh, saisons, trois saisons chez nous avec un contrat absolument terrible. Merde, c'est quoi son nom? ah, j'ai un blanc aussi. Oh, c'est Ah, terrible, c'est terrible. Bref, faudrait que j'aille revoir. le mec des Lions. Ouais, bon, enfin bon, il était tellement J'ai- inutile. On a déjà oublié son nom. Bref. Bon, et il reste du coup Wendell Robinson, Goladay, Kenny Goladay. Kenny Golladay, oh la vache, terrible. Voilà, on a eu Et, du mal. ouais. Et Wendell Robinson qui revient de blessure, donc on l'a dit, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il est peut-être encore un tout petit peu limite pour commencer sur le premier match. Mais là, c'est dommage parce qu'il avait été intéressant. Il sortait du. Là où on l'avait déjà dit, mais le match où il se blesse, c'était son premier match à 100 yards de la saison. Et bon, voilà, un peu triste de l'avoir vu quitter sa saison rookie comme ça. On espère qu'il sera au niveau et qu'il va pouvoir apporter quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de receveurs qui. Un Wendell Robinson, un Sterling Shepard, c'est quand même des joueurs assez similaires. Bon. Ouais. Bah, de toute façon, on verra bien comment est-ce que ça va. Enfin, malheureusement, il y a toujours des blessures qui arrivent. Hmm. Et même si tu as des doublons, tu te rends compte à la fin que tu jamais assez de receveurs. Non, c'est vrai. Et donc on a Cole Beasley si jamais il y a des blessures. Lui, par contre, bah, on sait que c'est une valeur sûre qui est dans le practice squad et qui peut être amené à tout moment à signer et à revenir dans l'équipe type. Et même, on peut le faire monter. T'as le droit à combien de joueurs à chaque fois que tu prends du practice squad pour mettre dans l'équipe type à chaque match? Il y a un nombre déterminé, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça? Ça me dit quelque chose. Je sais plus. En fait, ça fait
Ça fait 5 ans que je me dis qu'il faut que j'apprenne les nouvelles règles du practice squad, et ça fait Ah là 5 ans là, que je bon, repousse à l'année suivante, et j'ai encore peu repoussé importe. à l'année suivante. Mais en tout cas, c'est très probable qu'on le voit jouer. La ligne offensive, alors là aussi, il y a finalement pas trop de surprises, peut-être une que je vais te donner. Il y a 3 tackles, 5 gardes et un centre. Je pense qu'il y a un seul centre, mais dans ces gardes, il y en a qui ont joué centre, donc on va être capable de les inverser. Moi, la petite surprise que j'ai, c'est Shane Lemieux que j'ai trouvé nul l'année dernière, que j'ai trouvé nul quand il a joué cette pré-saison. Enfin voilà, nul de chez nul partout. Matt Peart nul aussi. Je m'attends quand même potentiellement, à mon avis, c'est pas impossible que Shane passe des coups de fil pour essayer de faire des petits moves là sur la ligne offensive. J'ai peur qu'il y ait des blessés, qu'on n'y arrive plus. Pour info, donc tackle, Andrew Thomas, Evan Neal, remplaçant Matt Peart. Garde, Ben Bredesen, Mark Glowinski, les titulaires, remplaçant Izudu, Shane Lemieux, Marcus McKettan. Et en centre, évidemment, John Michael Schmitz. Euh, on est à une blessure près de galérer, j'ai l'impression. Ouais, alors ça, on en a parlé aussi pendant les podcasts avec les Redskins et les Eagles, et sans trop Les spoiler. Redskins. Oh, il a dit Redskins. Il a dit Redskins, Ouais, le oh, fou. les Commanders, oui, pardon. Pardon. Oui, mais ça, c'est parce qu'en fait, on a aussi dit, si vous n'avez pas écouté le podcast, que peut-être qu'ils allaient retrouver les Redskins. Non, Gauthier du compte Commanders BE nous a dit qu'il y croyait pas un instant, et je pense qu'il a plutôt raison. Mais en tout cas, on a discuté avec ces gars-là, y compris Dallas, sans trop vous spoiler l'épisode, que on était tous un peu dans une situation où si on avait une ou deux blessures sur la ligne, on était foutu. Et bah, pour les Giants, j'ai envie de dire rien de nouveau. C'est marrant, Shane Lemieux, j'ai pas. Alors sans dire qu'il est bon, je le trouve pas aussi nul que Matt Peart. Matt Peart, je l'ai vu, et je fais qu'est-ce qu'il fout encore là, lui. Matt Peart, Matt Peart, il me fait penser. Est-ce que tu te rappelles de Marshall Newhouse? Oui, bien sûr. Ah oui, éternel nul. Ah, Nulos. c'était une porte de saloon, ce Mais pourtant, mec-là. il arrivait toujours à finir dans une équipe, le gars. Il a joué pendant longtemps en NFL, ce mec. C'est Mais incroyable. c'est parce qu'il avait des dossiers sur tout le monde. Ah, c'est sûrement ça. Ou alors il fait des fellations magiques, mais pardon, excusez-moi. Euh, mais bon, Matt Peart, bon, il est toujours là, ok. On espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir. Et en effet, sur les gardes, tu as raison, c'est Ben Bredesen qui est le centre backup derrière Donc, John Michael donc, Schmitz. à mon avis, si John Michael Schmitz venait à se blesser, on touche du bois, mon bureau est en bois, je pense que Ben Bredesen partirait en poste de. Enfin, En remplacerait centre, John Michael Schmitz et Izudu rentrerait en garde. À mon avis, c'est ce qui ouais, se ouais, passerait. ouais, je pense la même chose. Donc Mais je crois alors, que, si je dis pas de bêtises, John Michael Schmitz, il s'est très peu blessé durant sa longue carrière universitaire et on espère vraiment qu'il se blesse pas. On a trop besoin d'avoir un centre. C'est trop important d'avoir un centre qui est ce, entre guillemets, ce chef de la ligne offensive hmm. qui soit là tout le temps et bon, voilà, ce Je sera sais pas important ce que tu as qu'il. pensé de la pré-saison, mais moi je l'ai regardé un peu, et j'ai bien aimé. J'ai trouvé que. Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai pas vu d'erreur Non, manifeste, non. mais en tout cas, dans le run blocking, putain, il pousse, hein. Donc Non, 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 je pense que ça va être un gars solide, à mon avis. Ouais. on Je passe à la croise les doigts. défense? Passons à la défense avec la ligne défensive qui est sûrement le gros point fort de notre défense, qui avait été annoncé par beaucoup d'analystes comme peut-être la meilleure ligne défensive de la NFL, avec Dexter Lawrence, Leonard Williams, nos deux monstres de la ligne défensive. Derrière, en remplaçant Nunes Roches, qui vient d'arriver, vous le savez, pendant l'intersaison. Eshawn Robinson, Jordan Riley, le rookie qui a fait forte impression et qui a même tourné avec l'équipe 1, c'est pour dire, hein, qui est, je crois, un sixième ou septième tour cette année, et un peu invisible, personne ne parlait vraiment de lui, et finalement il a l'air d'être vraiment au niveau. Et DJ Davidson, qui, si je dis pas de bêtises, était un rookie l'an dernier, revient de blessure. Oui, il s'était Euh, blessé à Londres. Je te rappelle, ouais. on a un joueur qui s'était blessé pendant. Oui, oui, C'était c'est lui. vrai, c'est vrai. Ok. Donc c'est un groupe intéressant qui, je pense, sera meilleur que l'an dernier, puisque plus de rotation possible, là où l'an dernier, Dexter Lawrence et Leo Williams devaient bouffer 80% des snaps, c'était un peu compliqué pour eux. Voilà, à mon avis, ça va être solide. Ouais, ouais, et moi j'espère justement, je suis très intéressé de voir la contribution de Nunez Roches, qui à mon avis va plus remplacer Williams que Lawrence. En même temps, je pense pas qu'il y ait vraiment de joueurs capables de faire ce que Dexter Lawrence fait, c'est-à-dire être en zéro technique et bull rusher comme un porc dans le milieu de la ligne, Non, c'est sûr. parce que en fait, Lawrence,
il se lève tranquillement, il te pousse du petit doigt et Ouais, t'es ouais. par terre. Et ça, Bah, c'est Dexter Lawrence. et le nombre de pressions mis par un defensive line intérieur l'année dernière, c'était enfin, Lawrence, il était à, je sais plus, 20-25 pressure, alors que derrière le deuxième, il était à 10, quoi. C'était Ouais, non, complètement, je pense que c'est complètement même affolant. pire que ça. Je pense que t'es pas loin de 40 et le dernier, il devait être à 15 ou quelque chose comme ça. Ouais, Quelqu'un a ouais. ressorti la stat il y a pas longtemps, Bah, c'était du mais simple au double au moins, quoi, quasiment. ouais, exactement. Non, mais il vit sur une autre planète, ce type, et je suis bien content qu'on l'ait dans notre équipe. Complètement. Derrière, on a nos edge rushers, alors qui sont intéressants là aussi. Kevin Thibodeau, Joulari, donc ça va être notre duo fatal. On va espérer qu'ils vont faire des sacs. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais comment il s'appelle Banks annonçait que Joulari pouvait faire, je sais plus, 15 sacs cette année. Enfin bref, un chiffre complètement, Carl complètement Banks, tu veux improbable. dire? Ouais, ouais, Carl Banks, ouais. Derrière, on a J. Ward, donc on a parlé de lui tout à l'heure, et Carlos Bachmann, le petit nouveau qui vient des Bills, voilà, donc évidemment la connexion fatale entre notre GM et les Bills, hein, qui continue de faire parler d'elle. L'échange, il est assez limite puisqu'on récupère le joueur et on échange en gros un sixième tour contre un septième contre un sixième. Bon, c'est pas décisif. Il était pas content avec les Jiménez et les Tomon Fox et tout ça derrière, donc qui était assez faiblard, hein, de toute façon. Donc c'est plutôt intéressant qu'on récupère Bachman Basham, pardon, que je connais pas spécifiquement, mais que d'après l'avis de tout le monde en rotation est un joueur intéressant. Ouais, alors apparemment son petit surnom c'est Boogie, Boogie Bashman. Donc c'est comme ça C'est que Bashman ou Basham? Attends, je me Basham, fais tout. pardon. Ouais, mais tu sais, c'est comme Brad Bredesen. Ça, Ouais, voilà, ouais, ouais. il va me falloir 3 ans pour me mettre Mais tu l'as à dit bien tout à prononcier. l'heure, Ben Oui, je sais, Bredesen. non, parce que On s'entraînera ensemble. c'est parce que je l'avais sous les yeux, c'est pour ça que je l'ai bien Ah, dit. ok. Mais oui, donc Boogie Basham qui était un choix du deuxième tour des Bills en 2021. Donc Joe Shane le connaît bien puisqu'il travaillait chez les Bills à cette époque-là. Mhm. Après, ouais, je suis comme toi, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais bon, ça doit pas être anodin si Shane est allé récupérer le joueur, et si c'est juste un swap de sixième et septième tour, Ouais, c'est ça. c'est pas très cher, je trouve. Non, non. Euh, l- Juste, si tu dois faire une estimation, Thibodeau, combien de sacs cette année? Allez, là, comme ça, là, deux têtes, bam, un chiffre. 8. Parfait, 8. On retiendra, on verra à la fin de la saison. Franchement, Les linebackers. je suis juste Oui, Thibodeau 8 sacs et Aziz au-dessus de 10. Parce que pour moi, ok. Thibodeau va avoir plus de pression, enfin va avoir plus de double team qu'Aziz Ojulari. Ok, eh ben, écoute, on verra ça, très intéressant. Linebacker, on en a 5. Bobby Okereke, qui va vraiment nous changer, je pense, notre défense. Alors d'ailleurs, sur l'ordre que tu as mis, je suis un peu moins d'accord, mais encore une fois, tu l'as dit, c'était pas dans l'ordre. Donc je pense que c'est Isaiah Simmons, donc on n'en a pas parlé, mais ça faisait partie des grosses accus de la semaine dernière quand même. C'est vrai qu'on a tradé pour un septième tour Isaiah Simmons, donc quasiment du vol, hein, même si Isaiah Simmons pour l'instant n'est pas à la hauteur de son pick 8, mais bien utilisé, à mon avis, il pourra être fatal. Et je pense que notre duo de linebacker intérieur, ce sera Okereke Simons. Derrière, Micah McFadden, Cam Brown, un peu une surprise là pour le coup, Cam Brown, qui est aussi intéressant en special teams, donc c'est peut-être ça qui l'a sauvé. Et Carter Coughlin, d'ailleurs Cam Brown et Carter Coughlin, qui viennent de la même QV de draft, je crois. Euh, c'est vrai que derrière Okereke, c'est un peu plus léger là pour le coup, c'est toujours pas notre point fort, je pense, c'est les linebackers. Ouais, Cam Brown aussi, ça a surpris de le voir rester dans l'équipe. En fait, quand j'ai vu que Darian Beavers avait été coupé Ouais. et que Cam Brown était là, je me suis dit, tiens, moi j'aurais plutôt pensé l'inverse. Mm. Bon, alors bien entendu, nous on n'est pas sur le terrain et on voit pas ce que les coachs voient, donc il doit bien y avoir une raison à ça. Et Carter Coughlin, je l'ai pas mal remarqué pendant la pré-saison. C'est un Mhm. gars aussi qui contribue pas mal en special teams, donc ça m'étonne pas qu'il soit là. Après, pour en effet voir Okereke sur le terrain, bah, avoir un vrai linebacker, alors c'est marrant parce que quand on avait Blake Martinez, on disait ah on n'a pas eu un vrai middle linebacker depuis une éternité. Ouais. Et là maintenant en fait on peut dire bon on n'avait pas eu de vrai middle linebacker depuis Blake Martinez. Donc le duo Blake Martinez, Isaiah Simmons peut être très intéressant et encore une fois je trouve que Okereke, tu veux dire? Okereke. oui pardon excuse-moi, Okereke et Isaiah Simmons va être assez intéressant, Ouais. et aussi quel move de la part de Joe Shane d'avoir récupéré Isaiah Simmons pour rien, parce que encore une fois c'est un trade avec très peu de risques. C'est pas comme si Simmons était complètement blessé, c'est pas comme s'il était complètement nul.
puisqu'il a montré des choses en NFL, mais en fait, il a été aussi utilisé à différents postes et il y a eu beaucoup de changements. Donc, c'est peut-être juste une question de coaching. Et Ouais. peut-être que en étant sous la tutelle de Wink Martindale, il va réaliser un peu plus son potentiel. En tout Moi, cas, on l'espère. je le vois un peu comme un Evan Engram qui était dans une équipe où peut-être que ça allait pas spécialement, qu'ils ils ont pas arrêté de le faire changer. J'ai vu ses statistiques, il a joué beaucoup en safety, corner, linebacker. Enfin, c'était pas évident pour lui de s'adapter à un seul poste. Et globalement, ce qu'il a demandé, alors il a dit je veux plus jouer linebacker, mais je veux jouer safety ou je sais plus quoi. Mais vraiment, sa vraie volonté, c'est de rester fixe sur un poste pour pouvoir apprendre ce poste et s'améliorer. Donc je pense que c'est ce qui va se passer ici. Il va moins tourner, même si on sait que les linebackers des Giants sont un peu hybrides. Je pense qu'il va beaucoup blitzer et il est assez bon là-dedans. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, donc on l'a récupéré contre un septième tour, les Cardinals qui sont clairement en train de brader leurs joueurs et je pense qu'ils sont passés en tanking mode cette année. T'as vu quand on va les rencontrer, même leur QB, ils ont enlevé McCoy et ils ont récupéré Joshua Dobbs, là, un espèce de mec, je sais pas d'où, des Browns peut-être ou je sais plus d'où. Bref, donc ils ont même pas l'objectif de gagner quoi que ce soit cette année, hein, les Cardinals. Donc c'est un must-win pour nous ce deuxième match et ils vont arriver avec leur bite et leur couteau et bon, voilà, on espère vraiment qu'on Ouais. va gagner ce match-là. Alors sur Simmons, apparemment, Wink Martindale lui a dit qu'est-ce que t'aimes faire? Et il a dit j'aime rusher le quarterback. Il fait d'accord, bah, c'est ce que tu Ok. vas faire. Ouais, alors, Donc, vas-y, vas-y. donc à mon avis, il va pas faire que ça, il va aussi faire un peu de couverture, etc. Mais moi, ce qui Bien me sûr. fait, enfin, ce qui est assez marrant, c'est que Simmons c'était un gars que beaucoup de mock draft quand il y avait, c'était la draft 2021 si je dis pas de bêtises. Enfin, 2020, non? 2020, exactement. Et ben, il y avait pas mal d'analystes qui pensaient Hmm. que les Giants allaient prendre Simmons Ouais. et on mettait en avant sa polyvalence. Mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est de voir un linebacker qui est capable de jouer safety et cornerback. Alors, j'ai pas Hmm. envie de le voir jouer safety ni cornerback chez les Giants, mais en tout cas, ça montre qu'il a cette capacité à couvrir et qu'il est suffisamment athlétique pour suivre, alors, peut-être pas tous les receveurs, mais en tout cas quelques-uns et des tight ends. Bah, physiquement, il est hors norme, mais tu comptes lui et notre rookie Deontay Banks, on a rajouté beaucoup de vitesse. On a rajouté beaucoup en attaque, mais on a aussi rajouté beaucoup en défense. Pour la petite info, j'ai juste entendu un truc intéressant, c'est que quand il a fait le trade, et généralement tout le temps quand il fait des trades, Shane, en fait, il fait pas son trade dans son coin et après il va voir le coordinateur en disant tiens, en fait, je t'ai récupéré ce joueur, débrouille-toi, fais-le fonctionner dans l'équipe. Il a été voir la défense, les coordinateurs défensifs et tous les coachs défensifs et il a posé la question est-ce que ce joueur-là t'intéresse. Est-ce que voilà, c'est vraiment une décision globale et c'est pas juste un GM qui prend ses décisions dans son coin et qui dit bah voilà, tiens, t'as lui, lui et lui, démerde-toi et fais-nous une équipe avec ça. Donc ça, Ouais, c'est bah c'est comme intéressant. ça théoriquement que ça devrait se passer dans toute Ouais, organisation mais qui a fonctionne bien, priori, ça se mais passe pas comme ça dans toutes les équipes. ah bah oui, bah de toute façon quand on avait Gettleman il faisait ses trucs de son côté Ouais. et puis le coach, de toute façon on avait des coachs qui ont pas tenu très longtemps, Mm. il devait se débrouiller avec, hein, mais pour le moment, hein, et on l'a déjà dit à d'autres reprises, le couple Dable-Shane fonctionne très bien. Complètement. Cornerback, Adoree Jackson, Deontay Banks, donc le rookie, Darnay Holmes, Trey Hawkins, le rookie également, Cordell Flott. Ça me semble pas mal. Moi, je trouve que c'est intéressant juste sur les corners extérieurs. Alors, il pourrait y avoir de la rotation. Imaginons, je sais pas, Trey Hawkins se blesse ou ça marche pas très bien. On peut imaginer Adoree Jackson qui repasse sur l'extérieur et puis Darnay Holmes qui passe à l'intérieur. Bon, voilà, on peut imaginer plusieurs choses. C'est pas trop mal ces corners, je trouve quand même, globalement. Après, il y a deux rookies, ça. C'est sûr, hein, on va rager, par moments ils vont se faire bouffer. De toute façon, les corners, même le meilleur corner de l'histoire, finit toujours par se faire bouffer à un moment ou un autre. Mais deux rookies, ça fait beaucoup, mais ça peut être intéressant au fur et à mesure des matchs s'améliorer rapidement. Ouais, ouais, alors je suis curieux de voir quel va être le pourcentage de snaps joué par Adoree Jackson en tant que nickel cornerback, hein, donc Mhm. face au slot receiver. Après, pour les rookies, je me dis que si on a un pass rush qui est suffisamment productif, alors pas forcément des sacs, mais qui met suffisamment de pression sur le quarterback, ça peut aider à cacher les faiblesses au niveau des cornerbacks, au Ah niveau bah de la ça va secondary. être indispensable, complètement. Voilà. Et autre chose qui est à noter pour cette escouade de cornerback, c'est Darnay Holmes qui a réduit son salaire d'1 million de dollars. Parce Oui, que c'est vrai. parce qu'en fait, son salaire n'était pas garanti. Si on le coupait, on se prenait que 200 000 dollars d'aide money parce qu'il était un bonus qu'il avait reçu cette année. Et Shane allait le voir et dit écoute, le minimum que je peux te payer selon les règles, c'est 1 million. Donc soit tu acceptes ça, soit tu dégages. Mm. Et alors je pense pas qu'il lui ait dit ça comme ça, Non, c'est clair.
Mais en tout cas, c'était un bon move de la part des Giants d'essayer d'avoir un peu de cap space de ce côté-là. Mm. Et pour Darnay Holmes, ceci, il y trouve un intérêt, hein, parce que certes, il est payé moins cher, mais il reste dans une équipe qu'il connaît, dans un système qu'il connaît. Et puis, quand il sera free agent, il se refera dans une équipe qui le surpaiera si il ne trouve pas d'accord avec les Giants. Ouais, et puis il reste dans une équipe tout court, ce qui est déjà pas mal, hein. Safety, il y en a 6. Xavier McKinney, Jason Pinnock, les deux titulaires a priori. Bobby McCain, actuellement en protocole commotion. Dan Belton, le joueur de deuxième année, très intéressant. Nick McLeod. Jarvarius Owens, qui a été aussi très intéressant pendant l'intersaison. Là, c'est du lourd, et finalement, il y en a qui sont presque plus DB, qui sont capables de jouer aussi un petit peu corner. De toute façon, on connaît la défense de Martindale. Ça switch beaucoup, on essaye de brouiller les pistes un maximum. Moi, je l'aime bien, ce groupe de safety, là. Je trouve que c'est intéressant. McKinney, Pinnock, c'est cool. Couverture contre la passe, Belton avait montré des belles choses l'année dernière, je crois qu'il a 2 interceptions. Donc voilà, Ouais. on n'est pas assuré que tout se passe bien sur ces corner safety, mais on n'est pas non plus paniqué en se disant c'est terrible, on a vraiment que des joueurs pourris. Ouais, alors je pense que clairement, le point faible de notre défense, c'est la secondary. Parce qu'on a eu quand même pas mal d'upgrades au niveau des linebackers. Si on avait que Okereke, j'aurais dit peut-être que les Hmm. linebackers sont pas aussi bons que ça, mais Okereke Simmons, c'est déjà un peu mieux. Euh, Côté safety, ce qui m'a surpris, c'est de voir justement Pinnock qui a tout défoncé pendant le training camp Ouais, ouais. et la pré-saison, parce que Bobby McCain était censé être le safety aux Oui. côtés de McKinney. Et Mhm. bon, bah voilà, Pinnock l'a surclassé et il mérite cette place de titulaire et on espère qu'il ne nous décevra pas pendant la saison. Hmm. Et on finit par les special teams, donc Graham Gano, kicker, Jamie Gillan, punter, qui nous a fait des punts de fou furieux pendant la pré-saison. Et Casey Crater, le long snapper, aucune surprise là-dessus. Graham Gano qui a été à 100% sur tous ses field goals, dont des très longs d'ailleurs, plus de 50 yards pendant la pré-saison. Donc ça c'est cool, voilà. Pas grand-chose à dire de plus pour moi sur ces special teams. Ouais, non plus. De toute façon, les special teams, moins t'en parles, mieux c'est. Ça veut Ouais, dire que exactement. si, ça veut dire qu'il n'y a pas de bourde, donc il faut que ça Ouais. reste comme ça. Bon, globalement, moi, mon avis, et puis je te laisserai dire ce que toi tu penses, je pense que ce roster s'est très largement amélioré par rapport à l'an dernier, à tous les postes. Il n'y a pas un poste où on est moins bon cette année que l'an dernier. Je pense qu'on s'est amélioré partout. Il y a eu du gros boulot qui a été fait, sans hypothéquer l'avenir, sans mettre des contrats faramineux, à part évidemment sur Dexter Lawrence. Mais bon, là, normalement, il n'y a pas trop d'inquiétude et c'est un joueur qui est. Et puis aussi sur, évidemment, au poste de left guard. Mais globalement, je trouve que tous les moves ont été intéressants. Des petits moves tentés sur Isaiah Simmons qui nous coûtent pas grand chose. Voilà, je trouve que ça a été bien géré sur le papier, et encore une fois, c'est que sur le papier, on devrait être meilleur que l'an dernier. Le calendrier est plus difficile, évidemment, mais on devrait avoir une équipe quand même plus compétitive cette année que l'an dernier. Voilà, je sais pas ce que toi tu en penses. Bon, alors, sans dire qu'on s'est amélioré à tous les postes, parce qu'il y a des postes qui n'ont pas vraiment changé, euh, il y a certainement du mieux au global dans cette équipe. Pour moi, le poste où il y a la plus grosse upgrade, je dirais que c'est la ligne offensive avec l'addition de John Michael Schmitz. Même si c'est un rookie, c'est un gars qui m'a vraiment impressionné pendant la pré-saison. Euh, Après, euh, en regardant notre roster, le point faible, comme je disais, c'est plus la secondary. En deuxième position, les receveurs, parce que on a des retours de blessures et on n'a pas de receveur numéro un déclaré. Et le facteur X, c'est pour reprendre aussi, enfin faire un petit signe à notre ami marseillais de TDA. Pour moi, c'est Darren Waller. Darren Waller qui peut apporter énormément de choses à cette attaque. Et Hmm. j'espère vraiment qu'il arrivera à faire les 17 matchs parce que ça va changer la vie de Daniel Jones. Alors justement, c'est ça ce que je trouve assez dingue, c'est que Daniel Jones, l'année dernière, n'avait pas le quart des armes qu'il a aujourd'hui. Hein, parce Mhm. qu'on vous le rappelle, Darius Layton n'était pas activé la première semaine, Isaiah Hodgins n'était même pas dans l'équipe, il n'avait pas vraiment de tight end, hein, à part Daniel De- Banger avant qu'il Ouais. soit blessé. Et sa seule arme, c'était Saquon Barkley.
Et même comme ça, il a fait une excellente saison, il a lancé pratiquement aucune interception, et pendant toute l'intersaison, on s'est plaint de son contrat qui était trop cher, alors qu'en fait, que dalle. On a dit, ah ben non, en fait, il est toujours pas un quarterback affirmé parce que faut qu'il nous montre de quoi il est capable. En fait, maintenant, il a de meilleures armes et les gens partent du principe qu'il va pas progresser. Alors peut-être qu'il va pas progresser, mais moi ce que je veux dire, c'est que tous les signaux devraient nous laisser penser qu'il il ne peut que progresser. Si par contre, justement, il régresse, eh ben, c'est qu'il y a un problème au niveau du quarterback. Ouais, et surtout deuxième année dans le même système avec des coachs. Enfin, ils sont très bien coachés, il n'y a pas de problème. Alors, juste pour revenir à toi, tu disais le squad qui s'est le plus amélioré. Moi, je vais partir plutôt sur les receveurs qui ont été. C'était très difficile l'an dernier, on a fait venir des mecs en milieu de saison, c'était compliqué. Là, on a quand même Ogin, Slayton, Campbell, Hayat, Robinson, Shepard. Enfin, c'est quand même. À chaque fois, tous les ans, on se dit, ah, sur le papier, c'est bien. Kenny Galladay, sur le papier, c'était bien. Finalement, ça n'a rien donné. Donc, peut-être qu'il y a des mecs là-dedans qui, sur le papier, sont bien et vont finalement rien donner. Mais, a priori, ça s'est quand même bien amélioré par rapport à l'an dernier. Et c'est vrai que ce que tu disais au niveau des armes offensives, il y a quand même de quoi faire. Donc, bon, voilà, on aborde cette saison. De manière optimiste, comme souvent, et on espère que ce sera justifié. Voilà. Parce que nous, ouais, parce que nous, contrairement aux Jets, quand on dit qu'on va gagner le Super Bowl, c'est qu'on a vraiment des chances. Parce que nous, ça fait des années qu'on n'a pas dit qu'on allait gagner le Super Bowl, en tout cas, hein, ça pour le coup. Aucun doute là-dessus. Je pense juste à un truc qu'on n'a pas mentionné, ce sont les capitaines d'équipe, même si ça n'a pas vraiment un impact, mais bon, c'est. On a 8 capitaines, on a 8 ou 9. En tout cas, c'est Daniel Jones, Saquon Barkley, Andrew Thomas, Darren Waller. Donc, bon, bah, il n'y a que Darren Waller côté offense qui est nouveau. Et côté défense, c'est Dexter Lawrence, Leonard Williams, Bobby Okereke, Adoree Jackson, Xavier McKinney. Et on a aussi Graham Gano pour les specialties. Ça fait 10. Donc, tu vois, je sais même pas compter. Bon, voilà, on arrive au bout de ce podcast, très intéressant en tout cas, en prochaine étape, le début de la saison. Donc, le prochain podcast, ce sera, comme on l'a dit tout à l'heure, l'analyse des Cowboys. Donc, ça fait beaucoup de podcasts qui pop en même temps. On en a 2 en une semaine, et le prochain, les Cowboys. Et ensuite, on reviendra vers vous après ce premier match. Donc, un match qui a lieu la nuit, très tard, même au petit matin plutôt, du dimanche au lundi, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de me lever pour le regarder, parce que ça me ferait mal que ce soit un super match, machin, on a beaucoup d'espoir, et t'imagines on gagne et je l'ai pas regardé en live, ça me ferait mal. Donc je vais essayer de me lever, je pense, pour le regarder. Toi, ce sera quelle heure chez toi? Tu vas pouvoir le regarder? Alors non, je pourrais pas le regarder, parce que, alors ce sera le matin, mais je reprends le boulot à temps plein. Donc je serai au bureau. Ah, Alors je vais peut-être essayer de me le mettre en scred, mais comme je suis dans un open space, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, ouais, si je peux pas le regarder en direct, je le regarderai en rentrant du boulot. Ouais, bien sûr. Tu peux pas le mettre sur le téléphone portable en petit quelque part caché? Ouais, si, on va voir. Après, t'es sûr que tu te concentreras pas si tu regardes ça, Non, c'est impossible. ça c'est clair. Non, non, et je facturerai ça à un client. Mais ouais, non, voilà, ça y est, la saison régulière est presque enfin là, et donc ça veut aussi dire que le podcast va être là toutes les semaines. Donc ça va être chouette. Ouais, ça va être top. Et donc, on vous dit bonne saison à tous, amusez-vous bien, bon prochain podcast sur les Cowboys, et puis on se retrouve après ce premier match, et on espère victorieux, évidemment. Merci à tous, merci Thiergo, et à très bientôt tout le monde, salut! Ciao!